Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niveau d'Info en Côte d'Ivoire. Tidiane Tiam a été radié mardi de la liste électorale par la justice qui a estimé qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française en 1987. Une décision qui ferme de facto la porte à sa candidature à la présidentielle du 25 octobre prochain. Je reçois pour en parler Louis Kabaki. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. Vous êtes journaliste et analyste politique, donc on va évoquer cette actualité ivoirienne avec vous. Le chef principal du parti d'opposition en Côte d'Ivoire, le PDCI, Tidiane Tiam, a été radié de la liste électorale par la justice ivoirienne. Pour vous, coup de théâtre, ou est-ce qu'il fallait s'y attendre un peu? Vraiment, vous savez, les réalités politiques africaines nous attristent beaucoup quand on voit un peu les soubresauts qui marquent ces réalités, surtout à la veille des élections présidentielles. On s'interroge sur ce que représente finalement le pouvoir pour notre élite dirigeante, notre élite intellectuelle. Voyez-vous, Tidiane Tiam, tout le monde connaît le parcours de ce monsieur-là. Il est né français parce que son papa est français. Donc, il a été détaché à la radio nationale ivoirienne dans les années, enfin, sous Houphouët-Boigny. Et donc, naturellement, quand vous avez un papa français, et il vous met au monde, vous êtes français. Mais alors, puisque sa maman est ivoirienne, évidemment, il est aussi ivoirien. Et il a formalisé justement sa nationalité française à 25 ans. Et on trouve que, bon, sur la base de l'article 48 qui dit que lorsque vous prenez délibérément, après 18 ans, une nationalité étrangère, vous perdez de facto celle ivoirienne, surtout 15 ans après. Mais ça n'a pas de sens parce qu'en réalité, quelqu'un qui est né naturellement français, c'est une loi qui ne peut pas s'appliquer à quelqu'un comme Michel Gbagbo, par exemple, comme Jean-Louis Billon, par exemple, ou bien beaucoup d'autres personnes. Alors, comment on peut, dans un tel contexte politique, où la Côte d'Ivoire a une histoire de brûlure politique, de soubresauts, de tueries, de violence et d'agressivité, on peut encore préparer ces gens de Brest à la veille d'une élection présidentielle que tout le monde aurait souhaité, pacifique, inclusive, qui puisse véritablement lancer ce pays quand même de référence de l'Afrique de l'Ouest sur le chantier d'une construction et d'un épanouissement réel. Moi, je crains que demain, la Côte d'Ivoire sombre à nouveau dans des violences parce que justement, l'élection présidentielle qui doit permettre au peuple de choisir son leader, de choisir celui-là qui doit conduire sa destinée, son destin sur 5 ans, puisse être une source malheureusement de soulèvement populaire. Dans les débats en Côte d'Ivoire, même en l'international, Tidiane Tiam, il a toujours reçu des critiques vis-à-vis, en tout cas, en pointant du doigt sa nationalité, mais aussi ses 23 ans passés hors de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela le rendait vraiment un candidat invalide pour autant? Disons Tidiane Tiam a été choisi par le plus ancien parti politique de la Côte d'Ivoire, qui est donc le PDCI. Tous les candidats, ou presque, aujourd'hui se réclament quand même de Houphouët-Boigny. Le président Ouattara lui-même, puisqu'il a créé le RHDP, malheureusement qui est aujourd'hui, disons, phagocyté, déchiqueté à tout point de vue, puisque le PDCI ne fait plus partie. Et beaucoup d'autres partis sont sortis de ce RHDP. Donc, ces détracteurs parlent aujourd'hui du RDR, tout simplement. Vous voyez? Donc, lui, il se réclame de Houphouët-Boigny, le PDCI, en tout cas Tidiane Tiam, se réclamant comme étant petit-fils de Houphouët-Boigny, beaucoup d'autres candidats, en tout cas leaders politiques, se réclament. Donc ça veut dire que Houphouët-Boigny est une référence. Mais alors, comment vous pouvez vous réclamer d'un personnage comme celui-ci sans être porteur des valeurs que celui-là a eu à prôner, à exalter, à incarner dans votre pays? Vous voyez? Moi, je pense qu'il faut vraiment interpeller aujourd'hui la responsabilité réelle du président Ouattara. Parce qu'il est aujourd'hui le père de toute cette nation-là. Ça veut dire que la vie et le devenir de ce peuple reposent justement sur lui, ses épaules. Il faut bien qu'il se souvienne un peu des conditions dans lesquelles, pour l'apaisement, pour la paix en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo a dû prendre un décret spécial pour faire de lui un candidat en Côte d'Ivoire. Alors que la justice l'avait débouté déjà, alors que ses origines, en tout cas, il y a un débat très nourri
sur ses origines, et alors que son parcours lui-même montrait qu'il est voltaïque, puisqu'il a fréquenté depuis le cursus scolaire jusqu'à l'université en tant que voltaïque, il a reçu des bourses voltaïques, il a été recommandé par la Haute Volta pour être dans les instances financières internationales, etc. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait aucun doute sur sa nationalité voltaïque. Mais puisque le dirigeant de l'époque a compris qu'il lui appartenait de ramener la paix en Côte d'Ivoire, de faire en sorte que le peuple ivoirien ne s'entre-déchire pas, il a pris sur lui l'initiative de signer un décret faisant de lui un candidat potentiel. Ça veut dire qu'en fait, Laurent Gbagbo à l'époque avait fait preuve de responsabilité. Voilà ce qu'on attend en fait d'un leader, de quelqu'un qui a conscience en fait que chaque acte qu'il pose impacte directement la vie et le devenir du peuple. Que ce sont ses actions, ses paroles, etc. qui conditionnent le mental de l'ensemble des citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, le président Ouattara a une responsabilité historique dans les perspectives qui vont se construire pour ce pays, en tout cas d'ici le 25 octobre prochain. En décembre 2023, Tidjane Thiam donc a été élu président national du PDCI. Dernièrement, il a été porté leader de la coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, une coalition qui regroupe 15 différents partis de l'opposition ivoirienne, mais en empêchant sa candidature. Et quel message ces décisions renvoient-elles, même sur la transparence, la crédibilité même du processus électoral ivoirien et même la légitimité du prochain élu. C'est-à-dire que ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous savez, nous sommes nés de nos communautés. Et dans nos communautés, il y a un certain nombre de valeurs qui sont cultivées. Notamment, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'être vainqueur si vous n'avez pas fait une compétition franche et sincère. Quand vous regardez aujourd'hui le contexte politique ivoirien, vous vous rendez compte que tous les potentiels candidats qui ont de l'aura au sein de la masse sont exclus systématiquement. C'est le cas de Laurent Gbagbo. Sur la base de quoi? D'une décision de justice pratiquement unique, arrachée par les cheveux. Parce que vous ne pouvez pas exclure aujourd'hui un candidat, en tout cas un ancien président de la République, l'exclure de la liste électorale sous prétexte qu'il aurait été condamné. Par quoi? Par une justice ordinaire, alors que la justice elle-même recommande qu'un ancien président ne peut être jugé que par une cour spéciale. Et puis il a été jugé quand? Au moment où il était envoyé par l'État ivoirien dans l'avion présidentiel ivoirien à La Haye pour répondre des violences post-électorales en 2010. Et c'est dans la foulée justement de ces violences post-électorales qu'on parle du cas de la BCEAO. Ça veut dire que c'est un ensemble de faits qui sont consécutifs à l'élection présidentielle de 2010. Pendant qu'il a été acquitté, après avoir passé plus de 8 à 10 ans à ce procès, et on trouve le moyen violent de le condamner de façon détournée. Ici, l'idée, effectivement, c'est de l'empêcher d'être candidat. C'est les mêmes subterfuges qui sont utilisés vis-à-vis de Tidjane Thiam, sous prétexte qu'il aurait un problème de nationalité, etc. Or, c'est quand même une pièce essentielle dans l'élite, dans l'intelligentsia ivoirienne, pas seulement ivoirienne, africaine et même mondiale. Tout le monde a vu les prouesses que ce monsieur-là a fait en termes de leadership dans le monde des assurances et des finances. Ça veut dire qu'il devait être en réalité une chance pour la Côte d'Ivoire parce qu'il devait transmuter ses qualités, ses aptitudes, ce potentiel dont il dispose au bénéfice du peuple ivoirien, de la nation ivoirienne. Donc, tout ce qui se passe là montre clairement qu'on a envie d'abattre politiquement tous les adversaires capables, justement, de faire face à un président comme Alassane Ouattara. Et ils sont nombreux, vous le disiez, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ou encore Guillaume Soro, même si son cas est considéré de particulier puisqu'il est toujours en exil. Mais quelles sont les implications de cette radiation, celle concernant Tidjane Thiam, pour la recomposition même du paysage politique ivoirien? Mais est-ce qu'il y a un besoin de recomposition du paysage politique ivoirien? On sent... À l'heure actuelle, il faut rejouer les cartes, même au sein de la coalition de l'opposition dont il est le leader. On sent qu'en fait, le pouvoir ivoirien n'a pas besoin d'adversaires, redoute tous les adversaires possibles. Il les élimine pour être le seul, l'hirondelle qui va faire le printemps. Voyez? Alors, je ne sais pas si les leaders politiques de l'opposition vont se réorganiser pour choisir un nouveau pion, pour pouvoir
défendre les couleurs justement de cette opposition. Mais quand on doit s'en tenir à ce que Tidjane Thiam dit, il dit qu'il va se battre jusqu'au bout parce qu'il n'accepte pas précisément cette décision-là. Et justement, quelles sont les options qui lui restent sur le plan judiciaire? On appuie sur c'est une décision politique, ça veut dire qu'il y a des actions. Il a appelé au dialogue. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai interpellé le président Ouattara. Vous savez, il a quand même, le président Ouattara a plus de 83 ans aujourd'hui. À cet âge-là, dans nos communautés, vous incarnez la sagesse. Vous incarnez une certaine vision. Vous incarnez des valeurs de l'humanité. Vous devez porter, c'est-à-dire que il est de la responsabilité du président Ouattara aujourd'hui de laisser des empreintes qui soient indélébiles, qui résistent autant à l'espace, même après sa mort. Ce sont ces œuvres qui doivent pouvoir parler en son nom. Et je pense que c'est l'occasion unique pour lui de se montrer véritablement leader, en ce sens qu'il est prêt à libérer toutes les énergies nécessaires qui composent la richesse nationale, je veux dire la richesse en termes d'humains, en termes de citoyens humains, de la Côte d'Ivoire. Si vraiment il continue sur cette lancée-là, je crains qu'il y ait des soubresauts politiques terribles et que la Côte d'Ivoire reconnaisse les violences qui ont été déplorées en 2010 et qui ont fait l'objet du long procès à La Haye et des autres procès qui ont conduit à l'embastiment de beaucoup d'officiers de l'armée ivoirienne et de beaucoup de leaders politiques. Ce n'est pas sain, ce n'est pas honorable, ce n'est pas glorieux pour un dirigeant de passer par ce détour-là pour éliminer des adversaires politiques. À l'heure actuelle, on ne connaît pas qui portera le flambeau du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain. Pensez-vous que justement cette situation pourrait relancer le débat sur un nouveau mandat qu'on prêterait au président sortant? Je ne sais pas s'il y a un débat opportun sur la candidature du président Ouattara. Parce que je sais qu'en début d'année, lorsqu'il était devant le corps diplomatique, il a dit qu'il se sent en très bonne forme et qu'il a bien la volonté de continuer. Pour beaucoup, cela a laissé entendre qu'il serait un de nouveau bien candidat. sûr, je suis en train d'en venir. Lorsque un dirigeant dit, écoutez, je suis en forme et j'ai la volonté de continuer à servir le peuple, ça signifie tout, puisqu'il est en fin de mandat. On se rappelle qu'en 2020, il avait réuni le congrès à Yamoussoukro, où il avait proclamé le transfert du pouvoir à une nouvelle génération. Et dans la foulée, il a imposé pratiquement Gon Coulibaly, qui était branlant sur le plan sanitaire. Et puis finalement, ce dernier a collapsé au cours d'un conseil des ministres. Et dans la foulée, il dit, nous sommes en face d'un cas de force majeure qui n'est pas prévu par la constitution ivoirienne. Mais cela ne l'a pas empêché, en effet, de se repositionner comme candidat pour un troisième mandat. Alors, on ne sait pas si encore on sera dans le contexte de force majeure ou ce sera précisément le peuple ivoirien qui lui aura ainsi forcé la main pour qu'il soit candidat. Mais tout porte à croire, au regard de toutes les manœuvres politiques actuelles, que le président Ouattara entend continuer à être à la tête de l'État ivoirien. Et pour l'opposition, cette décision de radier Tidjane Thiam de la liste électorale, il s'agit d'une tentative pour limiter la compétition ou même une décision motivée par des considérations juridiques. Qu'en pensez-vous? Non, c'est un habillage juridique, c'est une décision politique, puisque vous avez vu tout le débat qu'il y avait sur cette question de nationalité de Tidjane Thiam, qui était tout à fait vain, d'autant plus que je l'ai dit tout à l'heure, le monsieur a une maman ivoirienne et un papa français, et de facto, il devait avoir les deux nationalités, voyez-vous. Et puis dans la foulée, il a eu à s'inscrire en 2022 sur la liste électorale, et ceci explique qu'il y a figuré. Lorsque la liste provisoire a été proclamée, vous avez vu tout le tollé que sa présence sur cette liste-là a créé, notamment au sein du RHDP, avec tous les discours qu'il y avait, les allusions, etc., sur la consonance de son nom, Thiam, etc. On pense que non, il n'est pas ivoirien parce qu'il serait d'origine sénégalaise, etc., etc. Voilà. Tout cela, c'est enfantin, c'est mesquin, c'est puéril. Et je trouve cela lâche. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez un bilan aussi élogieux que le proclament les compagnons du président Ouattara, il devait avoir l'assurance, c'est lui-même, c'est ce système au pouvoir qui devait susciter
les plus grandes candidatures possibles, de sorte à les battre dans les urnes. À partir du moment où vous les battez de façon franche et sincère, vous avez la sensation de la victoire. Vous avez une certaine fierté parce que vous avez eu un parcours qui a été apprécié, évalué et donc récompensé par le peuple à la tête de qui vous êtes. Mais si vous passez par des manœuvres, vous utilisez la justice, comme toujours d'ailleurs, parce que, comme je l'ai dit, vous avez vu le cas de Gbagbo, vous avez vu le cas de Charles Blé Goudé, vous avez vu le cas de Guillaume Soro, toutes ces condamnations à 20 ans, etc., montrent clairement que c'est un tempo qui est animé à partir du pouvoir exécutif et qui donc est assumé tout simplement dans un système de habillage maladroit et malsain par la justice. Et dans une déclaration, dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux, une vidéo que vous avez sûrement suivie, le président national du PDCI, Tidjane Tian, a déploré en tout cas une décision juridique incompréhensible, mais aussi il a prévenu d'un avenir difficile. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce qu'il y a un risque de polarisation ou de tension accrue dans le contexte actuel en Côte d'Ivoire? Lorsqu'on parle du président d'un parti politique, ça veut dire qu'il draine derrière lui des millions de personnes. À plus forte raison, le président d'une coalition de partis politiques, ça veut dire qu'il y a plusieurs partis qui ont leurs militants, qui ont décidé justement d'adopter ce personnage comme étant leur représentant, en tout cas leur candidat, leur champion. Mais lorsque, de façon injuste, vous décidez de briser cet élan naturel qui est donc célébré et porté par la population, comment vous voulez que toute cette masse compacte de population puisse être indifférente? Encore que Tidjane Tian dit qu'il y a eu la proclamation des sondages qui a eu lieu justement déjà hier et qui montrait qu'il était à la tête voilà, de tous ces candidats potentiels. Je ne sais pas, il a dit qu'il va publier tout ça. Supposons donc que ce qu'il dit est vrai. Ça veut dire que c'est parce qu'on connaît son aura politique. On sait que dans tous les cas, les Ivoiriens finiront par lui accorder leur vote, qu'on essaye de consécuter cette opportunité qu'il a de pouvoir diriger le peuple ivoirien. En tout état de cause, quand il parle de conditions, en tout cas des lendemains difficiles, oui, on peut comprendre cela. Parce que le peuple ne peut pas rester indifférent. Un leader qui donne une conduite à tenir doit être respectée, voyez-vous. Et donc, je crains véritablement que on puisse sombrer justement dans cette violence inutile qui ne fait que régresser, non pas seulement la Côte d'Ivoire, mais l'ensemble de la sous-région, parce que la Côte d'Ivoire, quand même, sur le plan économique, est une locomotive importante pour le MOA et pour la CEDEAO. Donc, je pense qu'il ne sert à rien de considérer le pouvoir comme une fin en soi. Et une fois qu'on y est, qu'on se dise, écoutez, on ne peut pas vivre autrement que dans ce fauteuil-là. Il y a une vie après le pouvoir, il y a une vie en dehors du pouvoir. Et ce que nous attendons de nos dirigeants, c'est qu'ils nous prouvent qu'ils sont capables de dépasser la simple dimension de jouissance du pouvoir pour pouvoir l'utiliser comme un instrument leur permettant d'impacter la vie et le devenir de leur population. Et justement, et à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025, quelles pourraient être les répercussions à moyen ou à long terme sur la stabilité même de la vie politique? Non, c'est compliqué parce que vous savez, depuis même le début avant même le début de 2025, vous avez vu tout le bouillonnement qu'il y a au sein de la classe politique et au sein de la société ivoirienne elle-même. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que l'ambiance va aller crescendo. Cette ébullition va aller crescendo parce que les frustrations, les révoltes, l'injustice, le manque d'équité dans les choix politiques des dirigeants ne font que créer un terreau qui favorise justement ces genres de bouleversements politiques et parfois même des coups d'État dans nos pays. Je suis parfois abasourdi par l'empressement de nos dirigeants à condamner les coups d'État sans jamais questionner leur cause. Quand vous avez un dirigeant, c'est que vous lui avez donné les attributs nécessaires pour utiliser les recettes que vous générez par votre labeur, de sorte qu'il puisse conduire votre peuple, en tout cas le peuple, à un bon pont. Mais s'il utilise le pouvoir comme une fin en soi, comme un instrument de justice, et en même temps une forme de cuirasse qui l'absout de tout péché,
C'est-à-dire qu'il peut disposer de votre vie, faire ce qu'il veut de vous et de votre devenir. Mais dans un tel contexte, vous ne devez pas être surpris qu'à un moment donné, qu'il y ait une révolte. Pourquoi en 2010 y a-t-il eu ces genres de situations qui ont entraîné au moins de façon officielle 3000 morts en Côte d'Ivoire? C'est précisément parce qu'il y a eu des frustrations à la suite de la proclamation des résultats. Pendant que la Constitution, en tout cas les institutions qui sont censées porter les résultats d'une élection présidentielle, notamment la Cour constitutionnelle, proclame Laurent Gbagbo élu, le président Ouattara, de par son réseau international et ces éléments de soutien, etc., a préféré activer la force armée. Vous voyez, aujourd'hui, c'est cette même communauté internationale qui lui demande d'ouvrir les vannes, de réinscrire les gens comme Laurent Gbagbo, de faire en sorte que l'élection présidentielle puisse être une élection inclusive. Mais comment, lorsque vous bénéficiez des largesses d'une communauté internationale, ça veut dire que vous êtes redevable vis-à-vis de cette communauté-là. Et c'est la même communauté, dans sa même vision, dans ses mêmes principes de choix, qui vous demande aujourd'hui d'être conforme et cohérent, puisque vous êtes censé compter sur la communauté internationale pour faire vos choix politiques à l'interne. Comment le président Ouattara peut-il s'expliquer, ou nous expliquer, son manque d'ouverture et son incapacité à suivre le champ des signes qui vient à partir de la communauté internationale? Faut-il craindre à l'heure actuelle une vague de contestation? Absolument. Mais la contestation, elle a déjà commencé, les frustrations, elles sont là, la révolte, elle est là. Et cela m'étonnerait que des gens comme Gbagbo, comme, je ne sais pas, Blegoudé, comme Tidiane Tian, restent indifférents face à ces choix iniques et cyniques du régime RHDP en Côte d'Ivoire. Je n'arrive pas à comprendre cela parce que moi, vous savez, le président Ouattara, quand même, pour moi, c'était une référence. D'autant plus que, bon, ben, écoutez, il s'est activé dans les institutions internationales, au FMI, à la BCAO, etc. C'est un économiste. Pour moi, c'est un intellectuel de qualité. Et une fois qu'il est au pouvoir, il ne ferait que transposer ce qu'il connaît, ce qu'il sait faire, au bénéfice du peuple ivoirien. Cela, franchement, j'espère, en tout cas, je garde encore l'espoir qu'il va revenir à la raison pour prendre des décisions les plus lucides possibles. Parce qu'il a la responsabilité de construire un peuple soudé qui va oublier tout le traumatisme que les combats politiques depuis 1993, où le président Houphouët-Boigny est décédé pendant qu'il était Premier ministre, où il y a eu une lutte farouche autour du fauteuil présidentiel, vous vous rappelez, pendant que la Constitution avait été claire sur le principe de la succession, en tout cas de la vacance du pouvoir. Celui qui doit pouvoir l'incarner, c'est bien sûr le président de l'Assemblée nationale. À l'époque, le président Ouattara était Premier ministre. Mais vous avez vu tous les trémors qu'il y a eu. Parce qu'en réalité, il estimait que, étant déjà à un niveau de gouvernance, d'action et d'impact dans la vie du peuple ivoirien, il lui revenait, voilà, cette responsabilité de continuer. Alors que le président Bédié, président de l'Assemblée nationale, était l'héritier naturel du pouvoir. Donc, vous avez vu, depuis ce temps-là, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu de stabilité. Soit c'est des coups d'État, soit c'est des rébellions, soit c'est des attaques, etc., etc. Il faut quand même, à un moment donné, qu'il mette un terme à ça. Parce que le peuple ivoirien, innocent qu'il est, a droit à la paix, a droit à la prospérité, a droit au bonheur. Et tout dépendra justement du niveau de lucidité de ces leaders politiques. Dans sa vidéo, Tidiane Tian a promis se battre jusqu'au bout de cette décision juridique. Y a-t-il des recours possibles? Malheureusement, selon ce que j'apprends, c'est que cette décision, elle n'est pas susceptible de recours. Et donc, ça veut dire que solution, il doit y avoir, cela ne peut qu'être une solution politique. Voilà pourquoi, dès l'entame de mon intervention, j'ai mis la balle dans le camp du président de la République actuelle de la Côte d'Ivoire, qui est le résultat des compromis politiques. C'est-à-dire que sa venue au pouvoir n'aurait jamais lieu si à un moment donné, le président Gbagbo n'avait pas fait preuve de responsabilité, n'avait pas compris que son intérêt à lui ne doit pas primer sur l'intérêt du peuple ivoirien. Et puis,
puisque le président Ouattara était à la tête d'un réseau assez relativement puissant qui troublait la quiétude du peuple ivoirien, il a estimé que, bon, mais écoutez, pour couper court, je vais prendre sur moi la responsabilité de le décréter candidat. Et c'est ce qui a permis la paix, en tout cas l'organisation des élections que finalement Ouattara a revendiqué comme étant vainqueur et soutenu donc par la force armée des rebelles et la communauté internationale. On a réussi à déloger le président Gbagbo du fauteuil présidentiel, en tout cas du palais présidentiel, pour l'installer. Et donc aujourd'hui, il faut bien qu'il comprenne qu'il a aussi cette responsabilité d'agir dans l'intérêt du peuple, du peuple ivoirien, dans l'intérêt de la paix. Autrement, après 83 ans, il compte vivre combien de temps encore pour réparer ce tort et ce préjudice inouï qui est causé au peuple ivoirien pendant plus de 30 ans à cause justement de leur action à la tête de l'État. Mais je voudrais rappeler que Tidjane Tian avait finalement décidé de renoncer à sa nationalité française, cette situation ramène donc, rouvre le débat sur la question de la double nationalité à l'approche des élections présidentielles en Afrique. Mais comment finalement arriver à résoudre ce problème? En réalité, la question de nationalité pour moi est une question superficielle, c'est un épiphénomène. Lorsque vous travaillez pour un pays, vous pensez qu'il y a certains avantages qui vous permettraient d'avoir la nationalité. De façon circonstancielle, c'est votre droit le plus absolu. Mais cela ne vous enlève pas votre identité de base, votre origine, que ce soit clair. Alors, la constitution ivoirienne dit que pour être candidat, il faut être exclusivement ivoirien. Voilà pourquoi... De père et de mère. Voilà, de père et de mère. Voilà pourquoi Tidjane Tian a renoncé à sa nationalité, à son allégeance à la République française. Ben, c'est de bon droit. Une décision peut-être prise trop tardivement? Non, pourquoi tardivement? Par rapport à quoi? Parce qu'il n'a pas encore déposé sa candidature auprès de la Commission électorale nationale pour être candidat ou bien auprès de la Cour constitutionnelle. Il a été élu par le plus vieux parti politique de la Côte d'Ivoire comme étant président de ce parti-là. Il a compris donc que lorsqu'il sera investi en tant que candidat, il va constituer son dossier. Et voilà, il n'a même pas attendu d'être investi. Il a fait la procédure qu'il faut pour donc renoncer à cette nationalité. Donc les subterfuges, les manœuvres politiques qui sont en train d'être faites montrent une certaine forme de lâcheté. C'est-à-dire que les dirigeants actuels de la Côte d'Ivoire, on doit pouvoir le dire, ne sont pas dans une certaine quiétude. Ils n'ont pas l'assurance de pouvoir battre des gens comme Gbagbo, des gens comme Thiam, des gens comme Soro dans les urnes. On utilise donc la justice comme un instrument d'abattage des leaders politiques. Et c'est plutôt enfantin. Tidjane Tian, président national du PDCI, leader de la coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, désormais écarté. Pour terminer, l'opposition devrait changer de stratégie à l'approche de la présidentielle. Bon, je pense qu'il est du devoir de l'opposition de s'organiser. Lorsque vous vous proclamez leader de l'opposition, cela suppose que vous avez des gens derrière vous. La Constitution prévoit un certain nombre d'actions pour montrer que vous n'êtes pas d'accord. Les marches pacifiques sont autorisées. Un certain nombre d'initiatives sont autorisées. L'appel au dialogue, etc., etc. Mais c'est vrai que quand vous avez en face un pouvoir réfractaire à ces genres de valeurs, vous avez beau agir pacifiquement, vous allez être étouffé. C'est pour ça que nous pensons que l'avenir et le devenir de la Côte d'Ivoire dépendra fondamentalement du pouvoir actuel, notamment de la personne de Ouattara. Il y a eu beaucoup de torts qui ont déjà été causés à ce peuple-là. C'est le moment ou jamais pour eux de se montrer, de prendre une position transversale, au-dessus de toutes les composantes, de toutes les susceptibilités, de tout ce qui est lié à des intérêts partisans. Parce que tout le monde entier, aujourd'hui, regarde la Côte d'Ivoire. Ce pays-là doit être une fierté pour nous, en tant que pays africain, et surtout de l'Afrique de l'Ouest. Il n'est pas recommandable que c'est par des errements, par des calculs plutôt partisans et politiques, on fait sombrer encore ce pays-là dans l'horreur et l'agressivité, dans les tueries. Mais je ne comprends pas comment on en vient à banaliser la vie humaine, au point où la vie humaine ne représente plus rien,
devant le pouvoir, devant l'argent, devant la gloire. Semblable en 2011. Comment? Vous redoutez un scénario semblable. Sinon pire, parce qu'en réalité, le seul adversaire du pouvoir en 2011, c'était la présidente Ouattara. Aujourd'hui, il y a plusieurs victimes à la fois. Il y a le président Gbagbo, il y a le candidat Thiam, il y a Guillaume Soro qui est en exil, il y a Blé Goudé, il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a des gens qui sont encore en prison, etc., etc. Dans un tel contexte, on ne peut pas avoir la prétention d'organiser une élection et d'avoir la fierté d'avoir gagné à la suite, en tout cas, dans une organisation aussi malsaine, maladroite et qui ne représente rien du tout en termes de qualité à incarner dans la gouvernance d'État. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Lucas Baki. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et analyste politique. C'est toujours un plaisir. Merci à vous également de nous avoir suivis.